Abanyarwanda twari twaragowewe ayiwe bari baduhigiye kutumara izamarere zadukuye ahagawe ngirimani. On aura l'occasion de parler avec les auteurs du film, le réalisateur Benoît Dervaux, que certains connaissent peut-être comme cadreur des Frères Dardenne, et André Versailles, que vous connaissez peut-être mieux comme éditeur de livres. Mais c'est après la séance qu'on aura l'occasion de poser des questions et de réagir au film avec eux. Simplement, je vais passer la parole à Benoît Dervaux brièvement avant la projection. Merci d'être là, nombreux. Le désir du cinéaste, c'est que le film parle de lui-même, donc je serai très bref. Mais néanmoins, pour avoir tourné ce film et pour l'avoir monté, nous sommes conscients que ce film constitue une certaine épreuve. Donc nous sommes là pour l'accompagner et débattre avec vous après le film. Merci. Le dernier plan symbolise un petit peu le film entier, c'est-à-dire on a voulu essayer de montrer comment la vie s'agrège autour d'un drame comme le génocide, et puis filmer les enfants et ouvrir le film à la fin du film avec une jeune génération, c'était un petit peu replacer le drame dans une dimension beaucoup plus contemporaine. Vous avez raison, ça a été une question importante parce que lorsque j'ai eu l'idée de partir au Rwanda, je suis parti plusieurs fois au Rwanda, je vais dire depuis 2004. Je me suis ouvert à des amis spécialistes du Rwanda. Ils m'ont dit: ce que tu veux faire, c'est intéressant, c'est très bien, mais ça va être très difficile. D'abord parce que les Rwandais sont beaucoup plus taiseux, pudiques, à la limite farouche, et ils vont se demander qu'est-ce que c'est que ce Muzungu, cet homme blanc qui vient 20 ans après, qui se réveille, et qu'est-ce qu'il veut et pourquoi. Mais j'avais trois amis Tutsis, qui sont d'ailleurs spécialement remerciés séparément, qui m'ont dit: c'est vrai ce qu'on t'a dit, mais c'est pas sûr non plus. Si bien sûr tu vas pour faire une enquête, pour pousser les choses, etc., ce sera difficile. Mais si tu le fais de façon respectueuse, simplement tu recueilles les témoignages, ce sera possible. Et il y avait un autre point un peu compliqué, c'est qu'au Rwanda, il y a maintenant une espèce de mot d'ordre général. Pardon ? Pas tellement une... Non, ce n'est pas une omerta, mais c'est autre chose qui est moins grave et plus embêtant. C'est-à-dire qu'il y a un mot d'ordre comme quoi le génocide, ça a été quelque chose de terrible, c'est horrible, mais c'est fini. C'est fini, maintenant il n'y a plus de Tutsis, il n'y a plus de Hutus, il n'y a plus de toi. Il n'y a que des Rwandais. Et évidemment, on n'efface pas un génocide comme ça au bout au bout de 20 ans. Je dirais que du point de vue politique, on peut comprendre, puisque Tutsi, le gouvernement est Tutsi, c'est un gouvernement donc minoritaire. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas. Et j'ai eu un conseil de Boubacar Diop, l'auteur sénégalais, l'écrivain sénégalais, qui m'avait dit, qui a écrit sur le génocide, le livre Murambi, qui m'a dit: écoute, si tu veux faire quelque chose d'intéressant, il faut aller en dehors de Kigali, parce que sinon il y aura tout le monde va te dire la même chose, tandis que si tu vas dans les collines, ce sera possible. Et la chance, c'est que, grâce justement à ces amis dont je parlais, j'ai pu rencontrer Godelive, à qui le film est dédié, et qui m'a dit: mais c'est possible de voir des gens, et c'est elle qui nous a aidés. Je précise que, évidemment, moi j'étais parti pour faire de la vidéo, je ne suis pas cinéaste, et puis grâce à Luc Dardenne et puis à Julie Frère, qui est donc la responsable de Dérive, elle m'a fait rencontrer donc Benoît, et c'est grâce à Benoît que c'est devenu un vrai film, quoi. Que ce n'est plus de la vidéo, que c'est un vrai film, avec la qualité que vous avez pu voir. Les récits qu'on a enregistrés étaient structurés tels que le film l'est. Donc quand nous arrivions pour tourner, après avoir fait connaissance, on expliquait longuement les intentions du film aux femmes que nous voulions écouter. Et donc on passait beaucoup de temps à expliquer en fait le film. Et puis après on choisissait un cadre. Et l'idée c'était vraiment
d'arriver dans une démarche de portraitiste, et puis d'aller vers une épure qui permette à la parole de prendre toute la place qu'elle mérite. Et donc on expliquait aux femmes qu'on avait envie que les récits suivent une certaine forme de structure, et nous l'expliquions. Donc en fait, chaque femme qu'on a filmée raconte les choses dans le même ordre. Et pour nous, ça nous semblait important parce qu'on voulait une structure chorale. Parce que là, il y a 6 femmes qui témoignent, mais elles sont des centaines. Et donc, on voulait qu'elles parlent au nom des autres. Et donc, quelque part, chaque singularité raconte un petit peu une histoire commune. Donc, j'avais envie que dans le montage, chacune se réponde et que les silences aient leur place et qu'on parte vraiment dans une épure et dans une idée de portraitiste. Toujours à propos du style du film, peut-être un mot sur votre parcours. Vous êtes le cadreur attitré de Luc et Jean-Pierre Dardenne, et là on se trouve dans la fiction, même si c'est de la fiction réaliste, avec une caméra qui est souvent très mobile, qui est nécessaire à leur style. Alors ici, on a besoin d'une certaine stabilité du cadre. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle différence en termes de signification, cette stabilité ou cette mobilité Au contraire de mes précédents documentaires, c'est plutôt un cinéma d'immersion et d'observation. Je me suis dit ici, c'est la première fois que je vais faire un film où la parole constitue la matière même. Et donc, je me suis dit, qui sommes-nous? Enfin bon, moi, nous sommes dans une Europe en paix, et puis je vais aller dans un pays où la Belgique a joué un rôle. Je pense qu'il faut venir en toute humilité, être petit, s'asseoir, être à l'écoute, quoi. Et donc, voilà, j'avais envie d'aller vers cette épure, et je pense que ce style posé, s'imposait de lui-même, quoi, pour que la parole puisse vraiment prendre tout l'espace du film. Et voilà, donc, j'ai vraiment eu envie de poser. Et puis, pour un peu m'être intéressé à la photo africaine et pour un peu avoir foulé le continent, j'ai pu voir à quel point les Africains que j'avais côtoyés affectent particulièrement l'art de la pose. Et je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose qu'on a perdu. Quand je vois des vieilles photos de ma famille, on a perdu l'art de la pose. Et je trouve que c'est important de prendre la pause et de prendre le temps de l'écoute et de prendre ce temps-là qu'on a perdu nous. Et donc, c'est un peu ça que j'ai tenté de faire, sans vraiment savoir si ça allait marcher, mais je suis parti avec ces intentions-là. Ici, on a parole de mère. La parole des enfants, elle est présente, mais parfois en implicite. Est-ce qu'on pourrait imaginer un film qui s'appelle Parole de fils sur le même sujet? Et qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que vous pensez que le film serait très différent? Très différent, non, parce qu'il y a quand même un enfant qui dit, qui est vraiment emblématique de ce que vivent les enfants. Oui, ce serait bien, mais je pense par exemple que ce film n'aurait pas pu être fait il y a 3 ans. Moi, j'avais filmé pas mal de choses avant dans mes précédents voyages. Je me souviens d'une jeune femme, enfin une jeune femme qui était très jeune à l'époque, et qui me disait, mais moi je n'ai pas aimer, mais pas supporter ma fille avant qu'elle ait 16 ans. Elle dit, je ne supportais pas sa démarche, je ne supportais pas son regard, je ne supportais pas sa voix. Enfin, c'était quelque chose de très compliqué. Le travail que fait Godlieve, donc cette femme de Sevota, est un travail vraiment extraordinaire. C'est une toute petite ONG, presque pas connue d'ailleurs, qui n'est pas subventionnée en plus. Et elle fait un travail formidable pour amener ces femmes d'abord à se reconstruire par la verbalisation, etc., mais aussi à dire la vérité aux enfants pour qu'ils n'apprennent pas par les autres côtés. Je crois que pour faire ça, vous avez raison, ce serait intéressant, bien sûr, mais regardez déjà, il y avait 8 femmes qu'on a vues, bon, il en reste 6 ici, mais il n'y a que 2 enfants qui ont parlé. C'était très difficile encore maintenant. Donc je crois que peut-être d'ici 5 ans, peut-être ce serait bien. Je pense que ça ne changerait pas fondamentalement ce qu'on vient de voir, puisque encore une fois, vous avez vu 2 enfants, une où il y avait vraiment une réconciliation assez rapide, quand même, quelques années avec la mère, la jeune fille, et l'autre où ça a été beaucoup plus compliqué. Je crois que c'est, de ce que moi j'ai pu percevoir au cours de mes voyages, je pense que c'est une bonne photographie de ce qui se passe maintenant, à mon sens. Mesdames et messieurs, la parole est à vous.
Je peux dire une chose? Oui, je vous en prie. Il y a ici des amis rwandais. Benoît et moi, on est prêts à parler pendant 4 heures du film sans problème. Mais je crois que si ces amis peuvent prendre la parole, pas simplement pour poser des questions, mais peut-être pour ajouter des choses, je pense que ça apportera beaucoup à tout le public et à nous aussi, évidemment. Donc n'hésitez pas. Plusieurs femmes, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans le générique, il y a 3 femmes qui sont remerciées, qui ont leur nom de famille, et les autres n'ont que leur prénom. Parce qu'il y a quelque chose de terrible, vous savez, et ça, ce n'est pas propre au Rwanda, c'est propre au monde entier. Une femme violée, elle est coupable. Point. Bon. Donc, ça veut dire que, surtout pendant un génocide, puisqu'elle a survécu, tu as survécu, c'est quand même bizarre, quoi. Donc voilà. Donc c'est difficile, et ces femmes avaient très peur de la stigmatisation des voisins, mais pas seulement des voisins, y compris du mari. Donc je veux dire que c'est un autre problème au Rwanda, mais on ne peut pas rentrer dans toutes les précisions ici, c'est qu'il y a énormément de mariages très compliqués, très compliqués. Il y a une femme qui m'avait raconté, mais c'était dans un précédent voyage, qu'elle avait dit à l'homme qui voulait l'épouser, donc après le génocide, qu'elle était enceinte, donc elle avait été violée, etc. Et l'homme lui a dit, mais c'est pas grave, moi je reconnaîtrai l'enfant, ne dis rien, je reconnaîtrai l'enfant. Ce qu'il a fait, et ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, et c'était très très difficile. Donc ce que l'on voit, et puis il ne faut pas non plus jeter toute la pierre aux hommes, je dis, ils ont une très grande responsabilité, mais il y a aussi des hommes qui sont pris pour un portefeuille. Je veux dire, ça existe aussi, parce que n'oubliez pas que c'est un pays dans lequel les gens sont dans une stratégie de survie en permanence. En permanence. Une des choses aussi qui est très importante, pourquoi un film, je veux dire, vous avez dit, je suis éditeur et auteur, après tout, avec les 200 heures que j'ai d'enregistrement de film ou d'audio, je peux faire un livre de 1000 pages là-dessus. Mais ça n'aurait pas eu le même impact que le film que vous venez de voir, parce que là, on les a directement, c'est-à-dire que vous avez vu que ni Benoît ni moi n'intervenons, quoi. Je veux dire qu'on ne voit pas qui nous sommes. Et c'était important, nous étions d'accord là-dessus, c'est-à-dire de donner toute la parole et de manière directe. Il n'y a même pas de questions aussi. C'est-à-dire que, comme a expliqué Benoît, il y avait le scénario qui est très simple, je veux dire, on parle du début à la fin, quoi, voilà, de manière chronologique, mais de façon à ce qu'on puisse comprendre, entrer là-dedans. Donc, voilà. Mais je pense aussi que une équipe comme la nôtre, on est d'aucun terrain. On n'est pas dans le domaine des ONG. Voilà, donc cette neutralité, si la confiance est installée et si ce rapport de confiance tacite est installé, je pense que la parole est possible. Parce qu'il n'y a rien d'autre comme enjeu derrière. Voilà, et je pense que c'est ça qui fait en sorte que ça fait partie de la rencontre. Quelquefois, on explique beaucoup ce qu'on est venu faire. Quelquefois, on n'a pas grand-chose à dire. Les choses passent naturellement. Mais je pense que cette confiance, qu'elle soit expliquée ou tacite, c'est un contrat, en fait, humain, que le cinéaste doit installer. Et si c'est fait, je pense que la parole se libère naturellement. Parce qu'on est justement dans ce terrain neutre. Oui, monsieur. Je vais aussi réagir à un cliché dont vous venez de rendre l'actualité, parce qu'il est dans les débats, surtout journalistiques. Vous parliez de ce qu'au Rwanda, il y a comme une injonction de dire qu'on est rwandais, pas Hutu ou Tutsi. On le sait qu'on est Hutu ou Tutsi par la force des choses. Mais ce n'est pas le fait d'un gouvernement, si je dois corriger. C'est répandu en Belgique. C'est pour ça que je me dis que je dois réagir un peu pour surtout tous ceux qui sont ici, qui nous écoutent. C'est le fait du Rwanda. Dire qu'on est rwandais, ce n'est pas une prétention. C'est une réalité très ancienne. Parce que le Rwanda est homogénéisé depuis des siècles, par sa langue, par sa culture. Et par le passé, donc, dans le Rwanda ancien, on ne demandait pas aux gens s'ils étaient Hutus ou Tutsis. Ça, c'est venu avec la colonisation, qui a stratifié
on savait peut-être qu'on était Hutu, Tutsi sur les collines, etc. Par contre, quand vous rencontriez quelqu'un, vous demandiez son clan, parce qu'il avait une fonction sociale connue, des affinités connues. On ne demandait pas aux gens s'ils étaient Hutu et Tutsi. Et aujourd'hui, quand vous demandez que vous débarquez de toutes parts, vous êtes un scientifique, un réalisateur comme vous, ou Hutu, Tutsi, ça renvoie directement aux cartes d'identité, aux identités qui tuent. Et les cartes d'identité, ça date de la colonisation belge, comme vous le savez. Alors vous imaginez, vous êtes cinéaste, vous venez, vous me demandez, êtes-vous Hutu ou Tutsi? Je me dis, ah, ça y est, il est en train de chercher à monter les uns contre les autres. Vous voyez, puisque cela n'a pas existé avant, il y avait des Hutus et des Tutsis. C'est comme si, ici, vous rencontriez quelqu'un, vous demandez, quelle est votre condition sociale? Êtes-vous riche ou pauvre? C'est pas moi. Vous voyez ce truc. Donc, ce n'est pas une prétention de dire qu'on est rwandais. Le danger, en fait, de ces Hutus et Tutsis, c'est qu'à un certain moment, quand nous autres Rwandais avions intégré la race telle que définie par le colonisateur, eh bien, on étudiait pas parce qu'on pouvait étudier, on étudiait parce qu'on est Hutu, ou qu'on est du nord ou du sud, et voilà la charge, ce que ça veut dire. Et les gens ont grandi en se disant, bon, moi, je suis Hutu, je peux prétendre à ça, je suis Tutsi, je peux prétendre à ça. Et la réaction d'aujourd'hui, évidemment, est de dire, vous méritez parce que vous avez ce mérite, vous ne méritez pas quelque chose parce que vous êtes Hutu, Tutsi, etc. Donc, la réaction devait venir un jour par rapport à ce qui se passait dans notre pays. Sinon, merci pour tout. Dans le mémorial de Nyamata qui ouvre le film, la caméra glisse sur une carte d'identité qui est la même que la carte d'identité que les Belges ont eue pendant des années. Donc, moi, j'ai eu une carte d'identité comme ça. Donc, ce dont vous parlez, ça intervient dans le film. L'idée que c'est la colonie qui a amené l'identité par la carte. Voilà, la caméra glisse dessus, sans tenir de discours, mais j'avais conscience de ça, bien entendu. Par rapport à ce que monsieur vient de nous dire, c'est que, en fait, après ce génocide, ce problème, il y a eu un tribunal qui s'est mis en place, et ce tribunal était un tribunal qui a essayé de réconcilier les parties, et qui n'a pas été un tribunal pour juger les gens, qui était justement une intervention qui n'était pas une intervention de justiciable à la manière dont nous concevons la justice en disant que vous êtes coupable, vous avez commis ceci, etc. Et de chercher. Donc, et je trouve que ce que monsieur dit par rapport à l'identité rwandaise est extrêmement important. Et ce tribunal d'ailleurs qui a été mis en place, enfin, si je me souviens bien, parce que ça s'est passé quand même il y a assez longtemps, a développé justement l'idée de ne pas culpabiliser les gens les uns contre les autres. Et je trouvais ce modèle assez extraordinaire que les gens se rencontrent sur le problème de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as subi, etc. Mais je n'en sais rien, moi, je sais pas ces choses-là. Mais j'ai entendu parler de ça et ça m'a beaucoup interpellé au moment où ça s'était passé. Oui, c'est vrai. Encore une fois, c'est vrai dans l'intention. Mais les faits, évidemment, n'obéissent pas toujours aux intentions. Pour répondre à ce qu'a dit monsieur, c'est vrai qu'il y a eu la colonisation, et Dieu sait s'il y a des choses à reprocher à la colonisation, mais la Belgique aussi a colonisé le Congo, il n'y a pas eu de génocide au Congo. Donc je crois qu'on ne peut pas tout mettre toujours sur la colonisation, quelle que soit la culpabilité des colonisateurs. Donc je crois qu'il y a des expressions qui, à mon avis, sont plus complexes, mais c'est un autre débat. Vous parlez de la justice, c'est-à-dire les gachacha. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs magistrats rwandais, parce qu'en fait, les gachacha, c'est quoi? C'est une justice populaire, mais pour des petits faits. Je veux dire, quelqu'un a tué la vache d'un autre, etc. Le village se réunit, on discute tous ensemble, c'est ce qu'on appelle les palabres, et au bout du compte, on lui dit, maintenant, tu vas lui donner 2 chèvres, et puis c'est bon, quoi. Voilà.
Évidemment, la même chose au niveau d'un génocide, c'est très compliqué. Mais d'un autre côté, comme avait dit un magistrat, mais vous savez, il y a 1 million de responsables du génocide. Qui peut juger 1 million? Le Rwanda, mais même la Chine ne pourrait pas. Il faudrait 200 ans. Et il avait évidemment raison. Donc c'est vrai que c'est une justice tout à fait imparfaite, mais qui quand même apporte beaucoup de choses. C'est-à-dire, elle apporte quoi? D'abord, une chose très importante pour les victimes, savoir où sont les restes de leur famille. Ça, c'est une chose essentielle pour pouvoir les enterrer dans la dignité. Entrer dans la dignité, c'est-à-dire qu'on nettoie les os, etc. Enfin, c'est tout un qui est vraiment très émouvant. Et ça, c'est une première chose. Et puis, pouvoir faire le deuil, parce qu'ils ils peuvent enterrer leurs parents, leur famille. Le fait aussi de mettre les gens devant leurs crimes. Ceci dit, il y a eu aussi, comme on ne peut pas enfermer tout le monde, l'idée c'était de, si vous demandez pardon, vous aurez une remise de peine. Ça marche parfois. Moi j'ai rencontré une femme qui a assisté à un gachacha de la mort d'un oncle à elle. Et puis l'assassin avait écopé de 14 ans. Au bout du jugement, elle s'est levée, elle a dit « Moi, je suis la dernière personne de la famille, la dernière escapée, et je lui pardonne. » Du coup, de 14 ans, il a eu 14 mois plus 6 mois de travail d'intérêt public. Alors, parfois, ça peut très bien marcher. Cette même femme, d'ailleurs, elle a été de prison en prison, voire des interamoués, des génocidaires, pour parler avec eux, ce qui a été très difficile au début, mais après, manifestement, ça a marché. D'un autre côté, il y a quand même toute une partie d'assassins qui ne sont pas du tout repentis. Je veux dire, il y a encore des crimes qui se commettent. Pas de manière massive, évidemment, mais ça existe encore. Félicité qui est là connaît ça mieux que moi, c'est-à-dire que c'est des choses qui continuent encore maintenant. Et puis, il y a des attitudes tout à fait épouvantables. Quelqu'un dit « Ah bon, il faut se repentir, eh bien, je me repens. » Voilà. J'ai combien maintenant? J'avais 20 ans, combien j'ai? Donc je veux dire qu'à la fois il y a des intentions et puis la réalité sur le terrain. Je veux dire qu'on voit aussi, il y a des mémoriaux, il y a des choses comme ça, mais beaucoup de rescapés se sentent être des gêneurs. C'est vraiment... je parlais avec Félicité d'une amie, Dominique Sélis, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Gêneurs de rescapés. C'est un livre qui est un très bon livre d'ailleurs, qui est très court, mais qui montre ça. C'est une chose qu'on n'aime pas beaucoup dire, mais c'est une réalité, voilà. J'ai vu à la fin de ce travail une lueur dans les yeux de cette femme, et j'ai vu ici les décisions qui sont finalement prises par les femmes qui disent soit j'accepte mon enfant, soit je développe la haine. Alors pourquoi je dis que c'est quelque chose de très important de donner la parole aux gens. Et c'est aussi... La verbalisation. Oui, la formalisation, parce que ce rituel, le fait que vous les ayez donné la parole et qu'elles s'expriment, c'est déjà un mécanisme. Je ne sais pas si vous ont gratifié, vous ont dit que... Attendez, je veux quand même dire quelque chose. Bon, ces femmes-là, moi je les avais vues déjà 2 fois avant, mais il y a une chose, c'est-à-dire que ce travail-là, c'est pas nous. Je veux dire, ça c'est le travail de Godelieve qui s'occupe de ces femmes depuis 10, 15, voire 20 ans même, puisqu'elle a créé l'organisation Sevota, oui, je crois dans les 8 mois ou les 12 mois après le génocide. Et c'est tout son travail. Je suis content que vous posiez la question, ça me donne l'occasion de dire qu'effectivement, c'est la verbalisation, mais c'est aussi le fait d'être mis ensemble. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que c'est une honte pour une femme d'avoir été violée. Donc c'est des choses qui n'étaient pas dites à personne. Alors quand elle voit la personne qui est à côté d'elle, qui a eu la même chose, sinon pire, et puis celle à côté aussi, etc., elles ont moins cette culpabilité, et petit à petit, par la verbalisation, etc., elles commencent à se vivre comme une femme tout à fait normale. Et c'est pour ça que, venant 20 ans plus tard, je veux dire que ce travail a été possible, parce que justement, c'est pour ça que c'est une espèce de grâce qu'on a eue de pouvoir tomber sur Godelieve et ces femmes-là, parce que là, on a véritablement un exemple de, je ne sais pas comment on peut dire réussite, ça me semble un peu idiot comme mot, mais enfin de choses qui avancent quand même, et ces femmes, vous les voyez aussi, je veux dire, alors ça, évidemment, on ne pouvait pas tout mettre dans le film, mais il y a des scènes à laquelle on a assisté, après des conversations, des discussions, etc., il y avait des moments,
festifs, des moments de danse où on les voyait danser, et elles étaient mais extraordinairement vivantes, quoi. C'est la chose qui m'a le plus touché, c'est de voir ces femmes. Je me souviens, Godlive m'avait dit, mais tu vois, après des témoignages, elle me dit, moi, chaque fois que je les entends, c'est terrible. Il y avait même des choses qu'elle n'avait jamais entendues. Et après, on était, après avoir mangé, etc., il y avait des danses, des chants. Et je lui ai dit, écoute, regarde, Godlive, c'est vrai, tout ce qu'elles ont vécu, mais regarde où elles sont maintenant, quand même. Et grâce à elles-mêmes, bien sûr, mais grâce aussi au travail de Godlive. Et puis, si vous voulez, dans la façon dont on exprimait les choses, quand on arrivait pour filmer, il y avait une forme, je parlais du terrain neutre tout à l'heure, d'une équipe qui n'est de nulle part, on n'est pas des ONG, on n'a pas une mission thérapeutique, on est juste là pour être témoin. Et quand on explique ça, tout calmement aux gens, ils comprennent parfaitement. Et donc je pense qu'elles ont compris le sens de l'espace qu'on leur donnait à travers un cadrage, de l'espace qu'on leur donnait à travers la parole. Tout ça, c'était expliqué très longuement avant qu'on ne lance le moteur. Et puis quand le moteur était lancé, on était parti pour une prise d'1h30 sans couper la caméra. Heureusement, on avait Samuel Sangwa, que je salue ici, qui traduisait simultanément. Donc moi je comprenais ce que je filmais, donc je pouvais changer les cadrages en cours de témoignage pour varier l'image. Mais j'ai demandé, toujours dans cette démarche de portrait, qu'on regarde la caméra, pour éviter cette triangulation télévisuelle à laquelle nous sommes tous familiers. Le filmeur, le filmé, l'intervieweur. Je voulais absolument éviter ça, et je voulais que ces femmes regardent à travers, pas forcément dans la caméra, mais j'expliquais réellement avec les mots que j'explique ici, que je dis ici, que regarde à travers la caméra. Parce que si tu regardes à travers la caméra, tu regardes les gens qui regarderont le film. Et je pense qu'elles ont pris conscience, avec ces mots simples, de ce que c'était que l'outil du portrait, l'outil du témoignage, l'outil du cinéma. Voilà. Et je pense que quand on dit des choses comme ça, la parole se libère, tout simplement. Félicité veut dire quelque chose, je pense. Oui. Moi aussi, je salue vraiment... Non, c'est la voix que je vous ai dit, tu peux rester un peu plus haut, oui, la voix. je salue le travail. Comme je l'ai déjà dit à André, je pense que c'est le film qui m'a le plus touchée. Moi qui étais peut-être très très proche à ces événements. Et ça m'a le plus touchée. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que je vois des femmes qui disent ce genre de choses. Connaissant la culture, déjà, on ne peut pas dire. La sexualité, déjà, quelque chose d'un peu tabou dans la culture. Mais alors dire qu'on a été violé et aller dans les détails, j'étais estomaquée. On a hurlé à la maison, et revoir le film pour la deuxième fois, j'ai décelé peut-être une autre dimension. C'est que ces femmes, elles n'ont peut-être rien à recevoir de l'extérieur, elles sont résignées à leurs conditions, mais elles ont quelque chose à apporter. Elles ont une dimension de mère qui est au-delà de ce qu'on apprend de la société, comment être maman. Et puis, autre chose, c'est qu'elles arrivent à s'exprimer sachant que les bourreaux sont peut-être quelque part dans la nature. Et ça, c'est une chose qui tue le rescapé. De savoir que ils sont là au milieu de nous. En Belgique, ils sont là, ils sont là, et ils sont vraiment gêneurs enfin, on les gêne, et ils nous gênent forcément. Mais ce que j'aime, c'est qu'au moins, c'est une parole qui dépasse les frontières, et elle est entendue à l'extérieur. Et moi, la première fois que j'ai pu parler, c'est parce que je me disais, je suis maman et j'ai des enfants. Il faudrait leur dire quelque chose un jour. Et c'est pas possible de taire même quelque chose qui est tabou culturellement, mais qui a une dimension colossale, quoi. Elles ont témoigné, elles sont peut-être une poignée de femmes, 5 ou 4, mais les femmes qui ont été violées, on ne donne même pas de chiffres. C'est que c'est un phénomène de société, mais elles se soignent seules, tant bien que mal, mais c'est quelque chose qui est là, qui existe. Et je voudrais juste dire que
la seule chose qui pourrait peut-être être un dénominateur commun entre ceux qui réalisent le film, celles qui témoignent et nous qui suivons, c'est juste une dimension humaine. Elles sont au village, elles n'ont peut-être pas été à l'école, mais pouvoir parler, c'est humain. Absolument. Et vous êtes de l'extérieur, de, je ne sais pas, à 1000 lieues du Rwanda, vouloir écouter, c'est humain. Et nous, nous étions là, au milieu de ce chaos, de quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. Moi, j'avais 16 ans, je voyais les amis de mon père le nier complètement. Et ce qui a manqué à ce que quelques personnes survivent, c'était le manque d'humanité. Je ne te connais pas. On était ensemble hier et on ne se connaît plus aujourd'hui. Et je pense que peut-être, parce qu'ici, il n'y aura pas un génocide. On est en Belgique. On est peut-être très très loin des guerres tribales. Mais les guerres sévissent encore. Et c'est la dimension de l'humanité qui pourrait peut-être nous interpeller ce soir. Et franchement, bravo à l'équipe. Oui, c'est vrai. Il y a une chose quand même que je veux dire, c'est que non seulement ce sont des viols, mais comme vous avez pu entendre, je veux dire, c'est suivi de mutilations. Le docteur Mukwege, que vous voyez, que je connais, pour l'avoir publié, m'avait dit, moi, en réparant les femmes, puisque c'est le terme qu'il utilisait, en réparant, en voyant la blessure, en voyant la mutilation, je sais qui est responsable. Pas la personne même, mais si ce sont des bandes du Nord, de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, quoi. Donc il y a quelque chose qui n'existait pas dans les autres génocides. Bien sûr, dans toutes les guerres, il y a des viols, évidemment, mais ce n'était pas un but de guerre. C'était des choses qui étaient à côté, même avec toute l'horreur que ça peut avoir, évidemment, mais ici, c'est quelque chose de plus. Et c'est un génocide aussi, et c'est le seul mot que je trouve, c'est un génocide populaire, puisqu'il y a quand même énormément de gens de la population qui ont participé. Ce n'était pas que les interamoués, ce n'était pas que l'armée, quoi. Moi, je voulais juste dire que ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, c'est la sincérité des témoignages. Parce que j'ai eu la chance d'écouter des témoignages de victimes du génocide rwandais. J'ai travaillé en fait sur le tribunal pour le Rwanda. Mais comme l'a dit Benoît, c'était dans un cadre totalement différent que le vôtre. J'ai travaillé là-bas pendant 9 ans, j'ai entendu énormément de témoignages, mais aucun n'avait la force de ce que vous avez récolté là-bas, simplement parce que vous alliez chez les gens, vous écoutez, alors que la démarche du tribunal, c'était de faire venir les témoins, c'était pour témoigner de choses très factuelles. Et donc, il n'y avait pas cette humanité qui est dans votre film et qui est absolument splendide. Et j'ai jamais entendu, donc étant là-bas, des personnes s'exprimer, comme tu viens de le dire, de choses qui sont plutôt tabous là-bas. Donc voilà, c'est un grand bravo par rapport à ça. Vous savez, on était à Paris il y a 3 semaines environ, où le film a été projeté. Et après le film, on avait un débat comme on l'a maintenant. Et j'ai une amie qui m'a dit, Justine, l'une des personnes justement qui est remerciée spécialement, elle m'a dit, il y avait derrière moi quelqu'un qui était furieux, un Rwandais. Je ne sais pas si c'était Tutsi ou tout, c'est quelque chose qu'on ne pose plus. Question qu'on ne pose plus, mais qui était outré. Pourquoi? Parce que comment ces femmes disent ça? Il y a quelque chose d'insupportable, que la femme parle de sa souffrance, et quelque semble insupportable pour des hommes. Je veux dire encore une fois, il y a quelque chose quand même, c'est pour ça la difficulté. Alors, je pense que je n'ai pas terminé la question, il y a deux, trois questions. Est-ce que ce film sera vu au Rwanda? Pour l'instant, je n'en sais rien. Je suis en communication régulière toutes les 3 semaines au téléphone avec Godlive. Et je lui ai dit, écoute, on a dit qu'on ne le montrait pas au Rwanda pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Maintenant, ça peut peut-être être intéressant que dans des salles privées, etc., que quelques personnes puissent le voir. De toute façon, nous, on ne fera rien sans qu'elles nous disent, oui, les femmes, les témoins sont d'accord ou ne sont pas d'accord. Sinon, on ne le fera évidemment pas. Julie de Dérive m'a parlé de la rencontre qu'elle avait eue avec André et de ses témoignages de femmes violées durant le génocide. Je suis resté vraiment très interpellé à l'idée que c'était des mères. Et comme je le disais au début, c'est vraiment cela qui m'a poussé à m'engager
dans cette collaboration, c'était que en filmant des mères, j'avais vraiment envie, le désir de les confronter avec leurs enfants. Et pour moi, c'était vraiment une façon de réinscrire le génocide, l'histoire du génocide dans une dimension tout à fait contemporaine, et de voir comment la vie s'agrège-t-elle de toute cette mémoire, de tout ce drame, comment la vie peut-elle gagner, parce qu'un génocide incarne le mal absolu, et l'enfance incarne le contraire. Donc je voyais vraiment là un enjeu cinématographique. Et comme vous le disiez, moi j'ai souvent filmé des mères, et j'ai trouvé que là il y avait vraiment un espace dans lequel je pouvais m'engouffrer, on va dire ça comme ça, pour m'approprier un peu de façon cinématographique cette histoire et apporter quelque part un peu une touche personnelle. Donc, j'aime beaucoup faire le portrait des mères, et c'est quelque chose qui est quand même un peu imprimé dans d'autres cultures judéo-chrétiennes, la figure de la mère. Voilà, c'est quelque chose qui me poursuit, c'est bien d'en parler. Je voudrais demander une chose, simplement un dernier mot. D'abord, encore une fois, vous remercier d'être venu, parce que c'est très important pour nous, bien sûr. Je vous signale que ce film, nous souhaiterions le montrer à un maximum de gens. On a fait ce film, c'est très bien. On est content. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est simplement pour le ciné-club. On voudrait montrer ça dans des associations. Alors, il y a déjà plusieurs rendez-vous, même dans des écoles, mais évidemment dans les dernières classes. On ne va pas montrer ça à des jeunes filles de 14 ans, évidemment. Si vous avez la possibilité, si vous connaissez des associations, bon, il y aura la Croix-Rouge, il y aura à Paris le Mémorial de la Shoah, il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place. Si vous connaissez des organisations, parlez-en-leur et dites-nous, et on verra si c'est possible d'organiser des projections un petit peu partout. Voilà, parce que c'est évidemment une œuvre cinématographique, mais c'est aussi quelque chose, à part ça, dont moi je ressens quand même une certaine urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de témoignages. Le Rwanda, c'est une culture orale. Donc il y a très peu de livres, je le sais, moi j'en ai publié un de Pauline Kaïtar, je veux dire, à elle seule, elle fait 10% du marché de livres qui a été publié, de mémoire donc. Hein, il y a des enquêtes, il y a des livres formidables sur le Rwanda, bien évidemment, mais je veux dire, quelqu'un qui raconte sa vie, je veux dire, on en a 10, quoi, c'est tout. Donc c'est très très peu, il y a vraiment une pénurie, donc c'est important si les personnes peuvent le voir. Et alors, dernière chose, il y a un livre d'or qui sera là, si vous voulez mettre des commentaires, ça me fera beaucoup plaisir. Voilà. Voilà. Par ailleurs, le film est encore montré ici quelques fois. Vous trouverez les horaires dans les bimestriels, trimestriels de la Cinémathèque et de Flagey. Merci André Versailles, merci Benoît Dervaux, merci de vos interventions, et on peut continuer la conversation dans le